Les amis, je crois qu'il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé. On voulait débarquer avec les lunettes de soleil, ses écouteurs, la mode des pépés LeBron James, Lamine Yamal. On y a cru, mais finalement ça ne l'a pas fait pour les Barcelonais. Donc on va rendre ce qui appartient au Cholo. Super qualification de l'Atlético, également du PSG. Voilà. Bon, les menottes, tu sais, en vrai, comme on le dit souvent, c'est que du foot, il y a plus grave dans la vie. On fait des prédictions, on se trompe. Moi, je pensais vraiment qu'il le ferait. On était à 2-0. Peut-être qu'il y a un penalty. Peut-être que cette espèce de temporisation après la blessure de Fermin, ça les a un petit peu sortis du match. On était pas loin, mais voilà, comme je le dis, il y a une équipe qui mérite sa qualification. C'est Atlético qui a fait le job à l'aller, qui a bien résisté en deuxième, qui a attendu voilà son moment et franchement c'est vrai que ça faisait un moment, comme on le disait, que Atlético on voulait les revoir en demi-finale de LDC parce que c'est une équipe qui au cours des années 2010 nous a énormément marqué dans cette compétition. On le rappelle, dernier carré en 2017. Je viens de revoir la compo d'équipe, il y a du beau monde, il y a une attaque Griezmann-Torres, il y a du Philippe et Luis, il y a du Gabi, il y a du comment il s'appelle, Savic. Ouais, franchement c'est vraiment le cholismo pur et dur. Et voilà, on verra maintenant au prochain tour, peut-être Arsenal, peut-être le Sporting. On verra ce qui va se passer demain soir avec également la confrontation entre le Bayern et le PSG. Le Bayern et le PSG, c'est peut-être pour une demi-finale. Pour l'instant, on va juste aller sur un Bayern Real et un match retour qu'on attend de pied ferme à l'Allianz Arena. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On sentait quand même que voilà, c'était les fameux grands parfums de Ligue des Champions. On avait hâte. J'ai pas été déçu, même si je pense que ce Barça Atlético nous a peut-être pas tout offert. Je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin sur le genre de soirée mémorable, monumentable. Donc on va peut-être garder un petit sentiment d'inachevé. Et on va voir ce qui va se passer pour le Barça sur cette fin de saison, parce que voilà, là il y a une finale de coupe du Roi entre Atlético et la Real Sociedad. Il y a le Barça qui n'a plus que le championnat à jouer, ça semble un peu plié. Du coup, voilà, je pense que pas mal de joueurs vont quand même se tourner pour la Coupe du Monde. Ouais, je vois vos questions, vous en faites pas. De toute façon, moi je l'ai dit. Comment tu expliques qu'il siffle pas péno sur Olmo et rouge derrière? Scipion, je veux ton avis. Moi, ça fait partie des pénaltys où je suis très étonné, que ce soit la bousculade de Konaté, les mains dans le dos sur Nuno Mendes. Également, on l'a vu sur Olysée lors du Real Bayern à l'aller. Pour moi, à partir du moment où tu n'as pas le contrôle du ballon, que tu mets volontairement les mains sur le joueur, que tu fais l'action de le pousser, ça me paraît quand même être une action assez caractérisée pour siffler le penalty. Et ça fait 3 fois qu'on ne l'a pas. Alors, est-ce que maintenant la règle a changé et on peut pousser volontairement un adversaire dans le dos sans avoir, tu vois, cette notion de faute sifflée? On rappelle que d'un point de vue de l'arbitrage, la faute, si elle est de la première ou même à la dernière minute, elle se siffle. Et là où je veux en venir, si la faute, elle est dans la surface adverse, mais également qu'elle est à 90 mètres du but, quand tu défends près que tu attaques sur le poteau de corner, c'est la même chose normalement. Donc la faute, peu importe où elle a lieu sur le terrain, ça doit être sifflé. J'aurais bien aimé quand même, comme Benoît Bastien, un petit coup d'explication, sonorisation de VAR, parce que on est peut-être un peu inculte, peut-être qu'on a besoin d'en savoir plus. Évidemment, il y a cette histoire d'arbitrage. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vous le dis, il y avait penalty sur ce contact. Maintenant, je crois que c'est le 13e carton rouge du Barça sur les 10 dernières campagnes de Ligue des Champions. Sur les 3 dernières années, je pense que ça va être la 6e ou 7e fois qu'un Barcelonais prend un rouge, et notamment dans ces fameux matchs couperés. Donc c'est là où l'équipe doit progresser. On les reverra en LDC, je me fais pas de soucis, on reverra un Lamine Yamal tranchant. Ce qu'il faut maintenant pour le Barça, de manière concrète, c'est à quel point tu vas pouvoir accompagner celui qui a tout pour être le meilleur joueur de sa génération, qui est peut-être déjà, ou qui est sans doute même le meilleur joueur du monde. À l'instant où on parle, je pense que c'est difficile de ne pas le mettre en avant par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à ce qu'il réalise sur le terrain, la manière dont il provoque aussi le sentiment de peur qu'il inculque à ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a parlé. Alors ça va manquer un petit peu, tu sais, peut-être finalement de pas être allé au bout, parce qu'il avait annoncé on va le faire, ok, en mode LeBron James, Cavs the Warriors d'il y a quelques années. Ça n'a pas été au bout, mais c'est vrai que dès cette 4e minute, il marque ce but, bien aidé par un Clément Langlais qui avait encore une fois peut-être la tête à ses belles années du côté de la Catalogne, ou même un certain franc-suisse de l'Euro 2021. Mais comme je vous dis, pour moi, l'objectif du Barça, c'est à quel point tu vas pouvoir donner un collectif
un peu plus homogène, avec moins de failles à ce gars-là, parce que lui, il peut te donner plein de succès. Et il y en a déjà, parce que c'est vrai que la Ligue des Champions, elle va occuper une attention primordiale dans tous nos esprits. C'est la compétition reine. Il y a un peu un sentiment de tampon sur ta saison. Si tu sors assez tôt, ou même si tu sors en demi-finale, ça peut être une saison ratée. Par contre, si tu la gagnes, c'est la meilleure des saisons, tout ça. Il n'y a qu'une équipe qui la gagne à la fin. Donc évidemment, tu vas pas te retrouver avec une seule équipe qui fait une belle saison. Sinon, on peut pas réfléchir comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on attend toujours plus du Barça, pour une équipe qui l'a pas remporté depuis 2015, pour une équipe qui a de nouveau une équipe compétitive. On voit qu'il y a des failles, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce type de rendez-vous. Maintenant, faut un petit peu le mercato, voir comment tu vas pouvoir régler certaines choses. Oui, vous le dites aussi, c'est vrai que de la part de Flick, peut-être qu'il y a eu des erreurs de gestion. Hein. Est-ce que Ferran Torres devait sortir ce soir parce qu'il marque ce joli but? Il en marque un deuxième, certes hors jeu, mais je trouve que le geste est pas mal dans cette surface de réparation. Elle a une équipe compétitive et pas un effectif. Peut-être que, ouais, je pense que sur le 11, il y a quand même un joueur par ligne où tu peux faire bien mieux pour structurer ça, même peut-être un supplémentaire, je sais pas, mais ce qui est bien, c'est que petit à petit, tu te rends compte, ton gardien, tu l'as trouvé avec Joan Garcia, ta défense, tu peux avoir le gars de ton avenir qui est Koubarsi, mais il faut l'accompagner par un taulier, et un taulier vraiment un gars avec une dimension supérieure. C'est pour ça qu'Inigo Martinez, je regrette toujours son départ un petit peu tôt, parce que je pense que ce gars avait vraiment l'étoffe pour au moins faire une saison de plus, voire 2 saisons, vu le niveau qu'il avait l'an passé. Je me faisais pas trop de soucis. T'as Pedri, qui est voilà, un gars référent. J'aime pas trop le match de Pedri ce soir. C'est un joueur qui est quasiment intouchable ici, vous le savez. Mais là, ce soir, j'avoue qu'il y a eu plusieurs pertes de balles assez dangereuses. Dans les standards de Pedri, on est vraiment assez bas sur cette rencontre. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y a Yamal qui est rayonnant. Après, tu sais que tu vas avoir un gros dilemme par rapport à ton numéro 9. Lewandowski qui est sur la fin. Ferran Torres qui a des moments incroyables. Mais c'est Ferran Torres. On sait qu'il y a aussi des ratés qui peuvent être archi frustrants. Et il aura jamais, je pense, l'étoffe d'un top 5 chez les numéros 9. Il y a peut-être aussi la question du 4e homme, un offensif supplémentaire, peut-être en remplaçant, qui pourrait être fiable. Vous avez raison aussi, la perte de Rafinha sur blessure, qui était le monsieur Ligue des Champions de cette équipe, pour encore une fois une trêve internationale. Après, cette trêve internationale, elle existe. Hein. C'est surtout, je pense, l'accumulation des matchs qui a pesé. Donc, on a beaucoup de questions à se poser pour le Barça. Moi, je suis pas forcément en mode abattu pour eux ce soir. Il faut encore une fois se relever. Après, ça fait plusieurs fois que oui, ça leur échappe. Ils sont pas loin, mais en même temps, tu te rends compte que tu n'y arrives pas parce qu'il te manque des choses. T'as des faits de jeu, ok, mais il y a aussi cette histoire de recrutement où j'ai envie de voir où en sera cette équipe d'ici quelques mois avec toutes ces questions par rapport au Camp Nou qui va avoir de plus en plus de capacités supplémentaires, où en est l'état économique du club. C'est vrai qu'on a noté une amélioration. Je pense que cet effectif a encore besoin de pas mal de retouches. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, j'ai pas pris le temps de vous saluer, mais c'est vrai que c'était un peu le moment fort avec cette... On est à chaud là, hein. Je m'attendais même à une prolongation ce soir pour tout vous dire. Du coup, un bonsoir évidemment à Hiroki et je crois qu'on a aussi Ikai qui a pris son petit Prime, son petit abonnement. Donc merci beaucoup les amis. J'ai pas mal de personnes qui sont là pour la première fois aussi, comme Ibzu. Comme Samous qui est apparemment effondré, Hector qui nous dit je te vois enfin en live après t'avoir beaucoup regardé sur YouTube, donc installez-vous évidemment, hein. C'est votre émission, c'est votre débrief bien sûr, et quelques habituels dans le chat comme Valou PSG, un supporter heureux, Cherkist, Kita, Sharpshooter, La Toile, Young, Ikea et Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle bien sûr, si vous aimez les contenus, les émissions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On est là sur YouTube, également en podcast. J'ai beaucoup parlé de ce qui vient de se passer parce qu'on est à chaud, l'élimination du Barça. Mais ce soir, si on se projette un peu plus, peut-être à moyen terme, on est comment par rapport à la blessure d'Ekitike ? Ici, on est un peu dégoûté, je dois vous avouer. Voilà, Ekitike qui est sorti en première période, touché visiblement au tendon d'Achille. Vous le savez, c'est une blessure qui peut être redoutable. Certains joueurs ne s'en sont jamais remis. J'ai pas envie de faire le mec qui abat tout le monde ce soir, parce qu'on sait que Kipembe, par exemple, il y a eu un avant et un après, où ça a été assez dur. Koscielny aussi qui se fait ça juste avant la Coupe du Monde 2018.
Il tombe tout seul, il se fait ça, il sort sur civière, il peut pas marcher, il est en pleurs. On est à 1 mois de la liste de Dédé, on est à 2 mois de la Coupe du Monde. On a aussi Désiré Doué, hein. C'est vrai qu'il sort un petit peu après, je pense que c'est moins grave, ça va le faire. On a également, si on va d'un point de vue de tous les blessés, Nuno Mendes. Mais Ekitike, ça m'a mis un petit coup, parce que ça faisait partie vraiment... Après, évidemment, on est sur une liste de 26, donc toujours, j'ai envie de voir la plupart des joueurs être capables de disputer cette Coupe du Monde. Mais pour moi, Ekitike, il incarne vraiment ce vent de fraîcheur, ce truc qu'on a envie de voir. Il fait partie de l'armada offensive, avec son profil bien à lui de l'équipe de France, avec les Doué, les Olysée, les Cherki, voilà, Ekitike, il symbolisait cette nouvelle ère, et je pense même, comme on l'a vu côté gauche, dans un rôle à part hybride, où il se marchait pas dessus avec Mbappé aligné par Dédé, je pense vraiment qu'il avait... même sa place de titulaire était peut-être en balance avec Barcola en tant que spécialiste du poste. Et cette blessure, ouais, elle met un coup au moral, franchement, parce que lui-même, sa saison, c'était une belle trajectoire. J'ai pas envie de parler de rédemption, parce qu'il était déjà sur une belle dynamique avec Francfort, mais c'était... voilà, l'histoire aussi de montrer que, ok, il y a eu ce transfert au PSG, c'était le premier gros club, un échec, mais il était jeune, il avait de quoi se relancer. Donc je trouvais que sa saison à Anfield était vraiment bonne, qu'il avait dans cette équipe malade, avec voilà, Slobodza, c'était celui qui surnageait le plus. Et en plus, comme je vous dis, si j'avais l'attente, la hype de le voir à la Coupe du Monde, à son premier mondial, waouh, ça c'est rude. Sur Canal, c'est confirmé par la famille la fin de saison, mais pas de rupture totale. Je n'ai pas fait d'études de médecine, les amis. Je ne suis pas spécialiste en rééducation, en blessures longues, mais très clairement, c'est le genre de truc. Je sais qu'il voilà, il y a Vive Sport qui parle en NBA. Je sais qu'Haliburton a eu ce genre de blessure. En vrai, parmi les blessures les plus terribles, bah évidemment les croisés. Mais ça, franchement, je crois que le tendon d'Achille, c'est un truc qui est vraiment rude. Donc, avoir le temps que ça peut mettre, comment ça peut se résoudre. Mais ouais, vraiment un sentiment dépité pour Hugo Ekitike. Alors, certains dans le chat disent on aura Thuram dégoûté. En vrai, peut-être pour une fois culture de l'instant, mais depuis 1 mois, Marcus Thuram, son match avec l'équipe bis, là, contre la Colombie, il était bon. Contre Com, il était bon. En vrai, Thuram en ce moment, voilà, j'ai envie, je vais pas lui laisser une autre chance, mais oui, peut-être que ça va profiter à des gars comme Kolo Muani, Thuram, peut-être un Mateta qui était en plan CD. Ce sera Barcola. Non, on parle pas pour être titulaire, on parle vraiment pour être dans la liste, parce qu'à ce niveau-là, on parle vraiment des fameux 8 attaquants, tu vois, 2 par poste, en gros 2 numéro 9, 2 à gauche, 2 dans l'axe, 2 à droite, c'est un peu ça la répartition. Donc si on est, tu vois, à droite, on est sur, normalement dans la logique de Dédé, on est sur Dembélé à Kliouche, dans l'axe on est sur Cherki, Olysée, en pointe on est sur Mbappé, Thuram, et à gauche on était sur peut-être Barcola et Ekitike saute, est-ce que ce sera Kolo Muani, est-ce qu'il va prendre peut-être un Mateta en pur numéro 9? Est-ce que ça peut être une surprise monumentale comme Elie Junior Kroupi? Certains ont parlé de Griezmann en mode le comeback. Bon, après, le match Griezmann ce soir pour tenir certains ballons, encore une fois, je l'ai bien aimé. Mais connaissant Dédé, les amis, je pense que vraiment, ce sera Thuram et Kolo Muani. Vous connaissez la logique de groupe, vous connaissez l'importance du bien-être, des gars qui sont appréciés dans le groupe, qui feront bien de belles parties sur Mario Kart World. Je pense que ça va être comme ça dans ce sens. Donc ouais, Elie Junior qui en plus a marqué voilà, son 10e but en PL le week-end dernier contre Arsenal. À mon avis, je pense sincèrement que Elie Junior Kroupi, alors Boadi, il faut toujours voir avec la question du Maroc, mais comme je vous le dis les amis, pour moi, et Boadi et Kroupi, ça doit être les premiers joueurs un petit peu de la nouvelle ère Zidane. Si Kroupi ou Boadi sont à la Coupe du Monde 2026, tant mieux pour eux, mais il n'y a pas d'urgence absolue à les prendre. Dans tu vois, un monde idéal, on n'est pas sur une attaque décimée, il y a des stats pour eux, il y a des performances, il y a des rôles très intéressants. Jacquet aussi, c'est vrai, tu as raison, un joueur par ligne, c'est vrai que Jacquet, ça peut l'incarner tout à fait. Donc ouais, c'est vrai que cette blessure de l'ami Ekitike, ouais, je suis vraiment désolé pour lui parce qu'il était sur une telle pente ascendante et même avec l'EDF on voyait de belles choses. On va attendre les nouvelles, voir si y a moyen d'eux.
Mais ouais, en tout cas, je pense qu'on le reverra pas cette saison. Peut-être petite course de la montre pour intriguer la Coupe du Monde. Mais comment va être Deschamps? Est-ce qu'il va prendre un gars qui pourrait pas faire les matchs de prépa? C'est toujours particulier. C'est toujours particulier. On va voir ça. Ne vous en faites pas, les amis. Hein, je vois beaucoup de messages. On est nombreux ce soir. Certains qui posent des questions sur le Barça, sur le PSG, tout ça. Comme d'habitude, le débrief LDC, on revient sur chaque match, avec bien sûr cette question un petit peu essentielle. Qu'est-ce qu'on retient de ces qualifications? Le PSG, pour rappel, affrontera donc le vainqueur de Bayern Real. Le PSG qui continue encore une fois, comme depuis un an, à tabasser toute la première ligue. Ça fait 2 fois Liverpool, ça fait Aston Villa, Chelsea, City, Arsenal, Tottenham. Ils se régalent. En LDC, c'est vraiment eux les patrons. C'est fantastique. Et avec un doublé de Dembouz, pourtant, t'as souffert ce soir. T'as peut-être vécu un peu le même match qu'Aston Villa l'an passé sur le quart de finale retour. Sauf qu'encore une fois, tu rajoutes un truc qui est supplémentaire. T'encaisses pas de but, tu gagnes et t'es réaliste. Enfin, c'est vrai que c'est la soirée parfaite pour ceux qui aiment les équipes méchantes, les équipes froides. Là, ce PSG-là, avec ce Dembélé qui a été très très bon dans la zone de vérité. Et c'est bien parce qu'encore une fois, on sait que le PSG a des atouts remarquables dans le jeu. Mais défensivement, c'était peut-être un peu une interrogation en attendant, je pense, le Bayern qui sera le test peut-être ultime, la finale avant l'heure, s'il se qualifie demain. Je pense que ça va être quand même très très costaud, mais la défense du PSG a peut-être envoyé de beaux messages avec Safonov qui a sorti un match remarquable, Pacho qui a été encore une fois monstrueux. Enfin, je trouvais que l'attitude défensive, le socle, même Marquinhos, le Marquinhos sur le sauvetage dans les pieds de Van Dijk, il est fou. Donc ça peut donner des certitudes supplémentaires, mais le Bayern c'est le boss final. C'est vraiment c'est Ganondorf. Va falloir se coltiner parce que là ils me font peur. Si j'étais parisien, je les craindrais quand même un petit peu pour cette potentielle demi-finale. On va d'abord peut-être s'attarder sur le fameux match. Bon, le tweet est bien parti, hein, on y va pour le débrief LDC, Atlético, Barça et Liverpool, PSG. Je vous rappelle qu'évidemment le Twitter a bugué ce soir. Hein. On a vraiment eu un moment où ça n'a pas tenu pour l'application. On va commencer par cet Atlético Barça. J'ai bien vu tes messages, Jeune Bilka, qui demande comment tu vas, l'ami? Je vais très bien, et toi? Je pense que pour ce Barça, il va falloir recruter car tu peux pas bricoler pendant 3 ans d'affilée. À un moment, ça ne marche plus. Il faut un minimum un départ, une arrivée à chaque ligne cet été. Je pense que tu auras du roulement et je suis d'accord avec toi. Hein. Je l'ai dit, le Barça a quelques joueurs d'avenir d'exception. Faut le dire, hein, tu peux construire vraiment à moyen et surtout long terme avec eux, ce qui est le plus important dans le foot. T'as une star véritable, t'as de très très bons joueurs d'équipe. Maintenant, t'as des petites failles, voilà. T'as des joueurs qui ne tiennent pas sur la durée, t'as des gars qui sont pas faits pour ce genre de rendez-vous. Il faut penser à un meilleur 11, il faut penser à un meilleur groupe avec les fameux 12e, 13e, 14e hommes. T'as pas été épargné par les blessures cette saison, mais en même temps, t'as aussi des cartons rouges. Donc, je pense que si tu devais cibler certains postes, j'irais quand même sur un gros défenseur central. Peut-être la priorité la plus essentielle, même si j'hésite aussi avec un numéro 9, parce que ça fait la différence. Un milieu de terrain et la question peut-être du latéral droit, parce que est-ce que Koundé, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de vente de Koundé, est-ce que Koundé, tu peux pas rebasculer en tant que axial? En tout cas, on a vraiment des belles interrogations. On a déjà des pistes, hein. Tu l'as dit, Bastoni par exemple. Bastoni, en ce moment, ça fait pas rêver, mais je pense que sur le marché des décès, tu peux réussir à le relancer après. Si tu me dis que Bastoni, c'est le prochain défenseur du Barça à faire une dinguerie et prendre un carton rouge deuxième minute lors de ton 8e de finale aller contre la Juve, je serais pas surpris. Mais sincèrement, il y a des choses à faire avec cette équipe. Faut juste pas se tromper, c'est le plus dur, mais Deco avait quand même eu de bonnes idées lors du dernier mercato. Ça avait parlé de Luis Diaz notamment. Certains avaient dit oh là là, comment on peut ramener Luis Diaz, c'est trop vieux. Donc je pense que Deco, faut peut-être lui laisser un peu plus de liberté. Il y a des choix, peut-être là il s'est trompé, peut-être que Rashford, mais en même temps est-ce que Rashford, on attendait à ce que ce soit le titulaire derrière Rafinha? C'est normal qu'il soit en dessous dans la hiérarchie. En tout cas, pas mal d'interrogations sur la construction de cette équipe. Maintenant, si on reste sur ce match, oui, c'est une déception que le Barça sorte. Il y a eu ces manqués à l'aller, le carton rouge de Cubarsí, et en même temps c'est dur parce que Cubarsí, avant cette expulsion, il fait une bonne première mi-temps,
Mais comme vous le savez, c'est toujours ce même truc. Hein. Un match, c'est sur 90 minutes. Il faut une seconde, une erreur d'inattention. Et Simeone joue très très bien le coup. Est-ce que maintenant, il y a les soldes à Tottenham? Il y a des joueurs à récupérer si Tottenham descend, mais dans quel état mental seront les gars? C'est là aussi, il faut se poser la question. Est-ce qu'ils sont prêts, pour un autre contexte, à se relancer? Ah bah, toi, tu me parles d'un mercato, il a l'air incroyable, hein, Bastoni, Alvarez, Maza, mais je pense qu'il va falloir en vendre, hein, des loges au Spotify Camp Nou. Hein. Sincèrement, va falloir envoyer, hein, va falloir en convaincre, hein, des partenaires d'arriver. Romero, les gars, Romero, moi, je le vois dans l'équipe d'en face. Hein. Je le vois vraiment du côté de l'Atlético. C'est un peu le rendez-vous naturel. Après, franchement, Romero et Van de Ven, leur saison est tellement terrible. Je sais pas où est la vérité. Je pense que Van de Ven, ça se relance. Ça peut correspondre vraiment à la ligne haute de Flick. Romero, pour moi, je vous avoue que je l'envoie beaucoup plus à Atlético qu'au Barça. Vraiment, je le sens davantage dans ce sens. On a donc eu quart de finale contre le PSG. T'avais gagné à l'aller, mais au retour, t'as le fameux rouge d'Arojo sur Barcola. Tu sors en quart. L'an passé, t'as ces demi-finales homériques, épiques au possible contre l'Inter. Tu sors en prolongation. Maintenant, t'as ce quart-là contre l'Atlético, qui est une très bonne équipe européenne, mais qui n'est pas un favori. Mais on le sait bien que l'Atlético, c'est le poison absolu. Franchement, je suis content parce que même si moi... Et quelqu'un me l'a dit, alors on sort pas les lunettes hier comme hors-jeu. Moi je vous l'ai dit, je sentais que voilà, le Barça pouvait le faire. J'y croyais. Maintenant, bah, tout le mérite revient à ces colchoneros-là. Ils ont su faire le coup, comme en 2014, quand en 2016, le Barça n'a pas trouvé l'antidote pour les sortir sur 2 matchs en LDC. On va avoir réfléchir à comment cette équipe peut progresser. Et pourtant, ce soir, tu as un Yamal qui est encore incroyable. Alors oui, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de qualification, mais on a senti plein de gestes. Je pense forcément à ce but d'entrée, même s'il est bien aidé par l'anglais. Il fait le geste qu'il faut pour terminer l'action devant Musso. J'oublie pas aussi qu'il y a cette fameuse tête de Fermin qui prend le crampon de Musso, qui fait la passe là-dessus. C'est encore Yamal qui réussit vraiment, encore une fois, avec cette qualité de centre, ces fameux extérieurs, à toujours trouver des zones folles et avoir un travail qui est formidable. Je pensais pas que Yamal maîtriserait aussi vite, aussi bien ce geste. Il y a aussi eu des très très bonnes percées. Il y a eu des 2-3 gestes techniques qui m'ont fait lever de mon canapé. Maintenant, oui, ça n'a pas suffi, je suis d'accord avec vous. Mais comme tu dis, voilà, c'est vrai que certains l'ont dit. Je sais pas, je pense que pour moi, le tournant de ce match, c'est l'interruption de 5-6 minutes où Fermin reste au sol et en sang. Et le Barça était sur un momentum absolu. Faut le dire, hein, je pense qu'ils étaient vraiment partis pour aller mettre le 3e. Et le fait que, hop, t'aies ces 5-6 minutes d'interruption, que ça redescende, qu'en plus, bah, tu vois un coéquipier qui est au sol, qui est en sang, et lui-même, Fermin, je me suis posé la question, c'était pertinent de le laisser sur le terrain, parce que la fin de la première période, j'ai l'impression qu'il avait pas toute sa tête, désolé de le dire tel quel, mais vraiment, il a pas été assez lucide sur certains gestes. Vous avez raison sur le chat, hein, peut-être qu'on en attendait plus de Lamine, notamment en deuxième période, où on a été moins fort, mais j'insiste, ce moment où Fermin est resté au sol 5-6 minutes, je dis pas que le Barça est sorti de son match, mais j'ai trouvé qu'en termes d'intensité, et même le fait d'y croire, ils ont été un cran en dessous après, parce que là vraiment le début de match était parfait, il y avait tout ce qu'il faut, donc assez terrible pour eux. Il y a évidemment la faute sur Olmo. Je pense que ça aurait dû être un penalty accordé. Maintenant, Turpin a décidé que ça ne le serait pas. J'ai insisté là-dessus en début de live. Je suis étonné que maintenant, c'est main dans le dos. Nuno Mendes, Konaté, Olysée contre le Real. Maintenant ça ne se siffle pas. Ça aurait dû aller à la VAR. Après, Ibzou, je ne sais pas si tu es un spécialiste de Ligue des Talents, mais ceux qui suivent le football français et la Ligue 1 ont connaissance normalement à quel point Clément Turpin déteste se faire déjuger et aller voir des situations à la VAR, sauf ce soir, il y allait une fois, c'est pour mettre le carton rouge sur Eric Garcia, qui y est. Quelqu'un m'a demandé est-ce que Koundé peut pas revenir. En vrai, la course de Sorloth, elle était quand même bien repiquée vers l'axe. Koundé, peut-être que sur la deuxième accélération, pour moi, c'est pas un scandale de mettre rouge là-dessus, hein. Je pense que c'est justifié, mais pour le coup, s'il y a faute là, s'il y a un contact qui donne rouge,
je pense que la faute par rapport à Olmo, elle peut être évidemment, tu vois, tout à fait sanctionnable. Donc c'est là le regret peut-être d'un point de vue de l'arbitrage. Maintenant, bon bah voilà, il faudra encore une fois se poser sur une intersaison, faire quelques changements dans l'effectif. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés au bout de leur aventure avec le Barça, tu vois, on peut penser à Lewandowski qui a quand même rempli son rôle. On a évidemment, tu vois, des joueurs, qu'est-ce qu'on va faire avec Cancelo, comment est-ce qu'on va récupérer Gavi à 100%. Gavi qui n'a pas été inintéressant ce soir dans son activité, même si lui aussi... bon, très très vite, tu sens que d'un point de vue du rythme, c'est pas suffisant. Araujo, tu sais, il est pas loin d'être le héros. Hein. Araujo, c'est vraiment le Balerdi du Barça. Hein. Il est capable des fois de trucs assez fous et des fois de te planter. Mais je me suis dit, imaginez après tout ce qui s'est passé pour ce gars-là, et notamment le fameux match contre Chelsea, si c'était lui qui mettait la tête là du 3-1, après ça aurait été en prolongation juste, hein. Mais s'il la met, je pense que même à 10, peut-être que le Barça réussit à le faire, mais en même temps, ils sont quand même dangereux hein, en contre. Hein. C'est vrai qu'avec cette attaque Lookman, Alvarez, Griezmann, Simeone, d'ailleurs, Lookman qui marque, Lookman qui confirme que c'est quand même une belle recrue sur ce mercato hivernal, qu'il a fait de bonnes choses. Je pense que parmi tous les clubs européens, tout gros club confondu, c'était le joueur un peu offensif, pas trop cher, je crois que c'est aux alentours de 40 millions à aller dénicher. Lookman avait un vrai bon prix et dans le système du Cholo, je trouve qu'il a tout à fait son rôle. Donc j'attends de le voir désormais sur une saison complète, mais je pense que vraiment c'est une vraie bonne recrue quoi. Mais oui, j'ai vu ton message, hein, Sorlotte, Monsieur Clutch, d'écart et pas dans votre top 20. Oui, après dans le top 20, il aurait eu sa place, je pense, en fin de classement, mais de toute façon, c'est à chaque fois les joueurs qui arrivent tout à la fin. On se retrouvait avec... je me souviens même plus avec quel type de joueur on était parce qu'il y avait du beau monde. Hein. Ouais, je t'avoue que j'ai plus tous les gars en tête. Je crois qu'on avait du Igor Thiago, on avait peut-être du Guirassy, on avait qui d'autre qui était en fin de top 20. Je m'en souviens même plus. Ferran Torres, tu vois, des gars comme ça. Donc franchement, mais je suis d'accord avec toi, mais même, tu vois, des gars comme Oli Watkins, je trouve que la frontière 15-25e place pour ce genre de classement, elle est assez floue et t'as pas de vérité absolue. Je pense que t'as quand même un truc où tu fais un top 5, tu peux faire de la 6e à la 15e place, et d'un point de vue hiérarchique, tu vois, la 15e à la 25e, c'est pas un scandale. Ouais, Kai Havertz, ouais, c'est un petit peu comme ça, quoi. Donc, ouais, le Barça va falloir digérer certaines moqueries, certaines critiques, parce que ouais, ils vont prendre une tempête. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé, mais je suis d'accord avec les gens. Hein. Je pense qu'on on a besoin de légèreté. C'était un petit peu le moment de gonfler les pecs. Ils se sont trompés, ils se referont chambrer dans un an quand de nouveau ils croiront qu'ils seront arrivés au bout. Mais comme je vous le dis, depuis que Flick est arrivé, même si évidemment il y a des problèmes dans cette équipe peut-être de structure, d'équilibre, le hors-jeu, les fautes d'alignement, les individualités qui te plombent, c'est quand même une des équipes les plus plaisantes. C'est pas la plus complète, la plus équilibrée, celle qui va aller au bout peut-être pour tout remporter, même si tu vois, d'un point de vue titre, depuis que Flick est arrivé, c'est quand même une belle moisson de titres. On rappelle que le Barça revient de loin, sous l'ère Koeman, sous l'ère Quique Sétienne, donc faut des fois un petit peu relativiser, mais c'est vrai, on parle d'un top club européen, donc on en attend plus, et c'est vrai que ça passe toujours par la validation LDC, donc va falloir en donner plus, mais comme je vous dis, depuis 1 an et 8 mois, le Barça m'a offert de belles émotions footballistiques. Je suis content de me poser devant les matchs de cette équipe. Et je dis pas ça juste parce que c'est le Barça et que c'est l'entité un peu absolue du beau jeu. C'est juste que je trouve que c'est une belle proposition en 2024, 2025, 2026. Et j'espère que ça continuera comme ça. Maintenant, oui, faut aller un peu plus loin sur le mercato. Faut pas se contenter de bout de chandelle. Il va falloir essayer d'aller plus loin. Je pense qu'ils ont besoin de ça. Éviter de se faire peur avec le 1-1, les applaudissements dans le bureau. Tout ça. Ah non, mais comme tu le dis, vous imaginez, il y a 5 ans, ils perdaient 3-0 contre Francfort à la maison en Europa League et les supporters allemands bloquaient les mecs qui voulaient sortir du Camp Nou.
Genre vraiment, ils faisaient une chaîne humaine pour les empêcher de sortir en mode non, vous allez continuer à voir notre équipe avec Luka Jovic, Sébastien Haller et Kostic vous maltraiter. Donc très clairement, ils sont assez... ouais, ils peuvent être satisfaits du chemin accompli. C'est de nouveau une équipe qui prend des titres pas mal en Espagne. Cette saison, ça va faire Super Coupe d'Espagne et Liga. T'as eu l'échec en Copa del Rey, mais t'es passé d'un 4-0, 3-0, t'étais pas loin. À chaque fois, en fait, c'est vrai que c'est le match aller qui te plombe sévèrement. Maintenant, ouais, c'est dommage parce que t'avais fait le chemin. T'étais à 2-0. Et ouais, c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais je pense que c'est quelques minutes de flottement sur la blessure de Fermin. Ça les a un peu sortis du match. Et sur la deuxième période, je m'attendais peut-être à un peu plus de folie, de vie, l'envie d'aller jusqu'au bout. On a eu des belles séquences, il y a eu des 2-3 trucs, mais c'était pas, tu vois, le match d'une vie, le truc où tu vas te dépouiller et terminer cramoisi. Maintenant, je sais pas dans quel état physique étaient les joueurs, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont bien douillé. Donc peut-être qu'ils pouvaient pas en donner plus. Hein. C'était peut-être aussi une limite de leur part. Ça, c'est clair. Sinon... Oui, le but hors jeu de Ferran, hein, c'est vrai que ça se joue aussi là. Il y a quand même un geste qui est bien, quoi. Alors, quelqu'un parle de Ngoumoua avec l'équipe de France. Mais qu'est-ce donc que cette histoire? Parce que moi, je suis du foot depuis pas mal de temps. Mais alors, équipe de France, Ngoumoua, tac, qui rejoint et que tout le monde veut voir. Mais moi, je pense pas que Ngoumoua, il est Enfin, je crois pas. Hein, parce que là, il est avec les jeunes anglais depuis un moment. Angleterre, Nigeria. D'où sort cette rumeur de Ngoumoua? Va voir Wikipédia. Bon, Wikipédia, je m'en suis servi moi-même, hein, mais c'est peut-être pas le truc ultime. Britannique, française, nigériane. Ok, alors tu vois, tu m'apprends quelque chose. Peut-être sur le Ngoumoua English, on va avoir quelque chose. Eux, ils mettent pas forcément cette information. Tac. Ok, bah il a bien la nationalité apparemment. Tu as raison. Eh ben écoute, ma mère, hop, ah bah erreur 404. Comme par hasard, on peut pas le consulter cet article. Tiens, il est guadeloupéen. Ok, bah vous savez quoi? Je suis vraiment trop surpris. Vous me l'apprenez. Donc bon, je pense pas qu'il va nous faire une Olysée vu que il est avec les jeunes Anglais depuis un moment. Là, j'ai l'impression que ça disait en gros, voilà, il expliquait que sa mère fait partie est guadeloupéenne, mais que lui, il n'a pas forcément envie de rejoindre l'EDF. On surveillera, hein, peut-être qu'à l'avenir, ça se parlera comme ça. Mais merci pour l'info, parce que il y a un monde où si on rajoute ce gamin qui a vraiment du feu dans les jambes, comme tu le soulignes, Wallfire à notre armada, ah ouais, là, on est vraiment écœurant au possible. Hein. Du coup, on a beaucoup parlé du Barça. Je pense que j'ai un peu résumé mon état d'esprit. Ils sont tombés pas tout à fait les armes à la main. Je pense qu'ils auraient pu plus s'en donner. On n'a pas vu vraiment ce match où ils devaient vraiment, entre guillemets, mourir sur le terrain. Il y a quand même des satisfactions, mais en même temps, on comprend que cette équipe, si un jour elle veut remporter avec des champions, il faudra aller chercher d'autres choses. Le défenseur central, le latéral qui va peut-être manquer par rapport à un Koundé qui peut repiquer dans l'axe, un milieu de terrain, un numéro 9 et peut-être un bon joueur de profondeur sur le banc. C'est vrai que Deco, je pense qu'il va avoir du boulot cet été. En attendant, bravo à Atlético, hein, parce qu'Atlético, depuis le temps qu'on dit est-ce que c'est pas un petit peu l'outsider qu'on veut voir? Est-ce que c'est pas tu vois, l'équipe qui peut embêter tout le monde? Ils ont vécu des décisions européennes, ils sont déjà repassés par la case Europa League, ils sont fait battre par Leipzig. J'ai plus tous les parcours de l'Atlético en tête. Bon, évidemment, il y en a eu un paquet où, autant contre le Barça, c'est les grands méchants, autant contre le Real, souvent ça sort. Donc voilà, bah, l'an dernier c'était le Real. Il y a 2 ans, c'est contre Dortmund. 22-23, ça sort en phase de groupe avec Leverkusen, Bruges, Porto. On s'en souvient avec le penalty à la fin, là, que Leverkusen il repousse et Benjamin Nassifal dit ouais, c'est quoi ce truc de dingue. Il y a 4 ans, du coup, c'était le quart de finale contre City avec un seul but pour les Citizens. Avant, c'était 8e contre Chelsea, futur vainqueur. Avant, c'était le Final 8 à Lisbonne, donc Leipzig. La Juve, la remontada de Cricri. Après, tu as eu la phase de groupe avec la Roma, Chelsea, Karabag. Ensuite, ça a été... Putain,
waouh, 4 fois de suite le Real. Ah ouais, c'est vraiment le némésis ultime. C'est vraiment le traumatisme de, de fou. Donc, c'est le Real en demi, le Real en finale, le Real en quart et le Real en finale. Waouh, les grands méchants. Sinon, avant ça, c'était phase de groupe. C'était 8e de finale en 2008-2009. C'est vrai que le Cholo, il arrive, bim, première campagne de LDC direct finale. C'est quand même pas mal. En plus, c'est vrai qu'ils ont gagné 3 Europa au passage. Ils ont gagné 2 Supercoupes. C'est vrai que le bilan du Cholo, quand même, voilà, hein, il y a des petits titres pour lui. Et là, c'est de nouveau une demi-finale. Donc, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas revus à ce stade-là. Bah, je peux pas m'empêcher de vous montrer quand même cette équipe, hein, parce que ça sent bon le foot à l'ancienne. Hein. Oblak dans les cages, toujours là. Jiménez, toujours là. Savic, Godin, Philippe et Luis. Ferra, Carrasco, Soliguez, Gabi, Coquet, toujours là. Fernando Torres, Griezmann, toujours là. Sur le banc, t'avais Moya, Lucas Hernandez, Thomas Partey, Thiago Mendes, le Portugais. Très beau joueur de foot, sous-côté. Nico Gaëtan, André Correa et Kevin Gamero. Et pour le Real, tu avais évidemment l'action qui avait été inscrite par Isco, c'est ça le but, où c'était Benzema qui avait fait un boulot fantastique sur le côté, vous vous en souvenez, avec le Vicente Calderón en fond, image incroyable, fantastique. Et du coup, tu avais Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Benzema, Cricri. Et sur le banc, tu avais Nacho, Vasquez, Kovacic, Rames, Asensio et Morata. Du coup, on va les revoir. Hein. On va les revoir à ce niveau-là. Ouais, c'est bien pour le Cholo. Puis en plus, on a aussi derrière le last dance de cet homme, Antoine Griezmann, qui a quand même réussi de belles choses pour sa dernière année. 35 ans. Il y a une finale de coupe samedi contre la Real Sociedad. C'est peut-être déjà l'assurance de terminer en beauté la fin de son aventure avec ce club. C'est la légende, c'est le meilleur buteur de l'histoire. C'est un mec avec une longévité exceptionnelle. Il n'y a pas de Liga, que ce soit avec l'Atlético et le Barça. C'est quand même l'anomalie par rapport à ce que ce joueur a représenté dans le championnat pendant une grosse dizaine d'années. Ça interpelle, mais voilà, l'histoire est telle qu'elle est. Maintenant, il y a encore l'occasion d'aller choper cette coupe, et pourquoi pas la LDC, parce que désormais, c'est vrai que c'était un tableau qui pouvait paraître assez ouvert, mais si Arsenal ne se fait pas peur contre le Sporting, je sais pas ce que ça peut donner en demi-finale, mais qui de mieux que le Cholismo quand Arsenal saura pas trop quoi faire du ballon pour les embêter. En tout cas, cet Atlético avait une bonne tête d'épouvantail, comme c'était le cas sur pas mal de saisons précédentes, avec des effectifs intéressants. Là, ils ont su le convertir. On rappelle qu'ils avaient pas mal d'absents en plus ce soir, quand je pense au retour de Poubil, d'Anko, de Oblak. Ça va leur faire du bien dans cet effectif, parce que du coup, t'as Jiménez aussi qui était absent, mais surtout Anko et Poubil qui sont parmi les meilleurs défenseurs. Ah, Oblak était sur le banc ce soir. Autant pour moi, c'est Mousso qui était bien aligné par le Cholo. Et c'est Pablo Barrios aussi qui va revenir, qui est un vrai bon joueur. Donc tu as récupéré un effectif un peu plus large. Par contre, je pense, à mon avis, les compos qui vont aligner lors des prochaines rencontres de Liga, ça va totalement, je vais pas dire bazarder la fin de championnat, mais je serais pas étonné si on fait reposer pas mal de monde, tu vois. Genre, le match avant l'Athletic Club, je pense que le Cholo, il va envoyer le 4e, le 5e fiston. On va avoir quelques têtes qu'on n'a jamais vues. Ça va être l'occasion, de toute façon, d'envoyer l'équipe réserve. Il a raison, hein, l'Atlético a sa place assurée de mémoire en LDC. Ouais, ils sont 57 points, 11 points d'avance sur le Betis. Tu vas chercher 1-2 victoires dans le lot et tu vas sécuriser ça. Après, je sais pas où est-ce qu'on en est des COEF UEFA d'un point de vue du ranking. Vous savez qui va un petit peu avoir ses spots supplémentaires. Je sais que l'Angleterre, tac. Là, c'est l'Italie. C'est l'Italie, c'est ça qui... Ah non, attends. Faut regarder les points 25-26. Donc l'Angleterre, c'est sûr. C'est l'Espagne pour l'instant qui a une équipe supplémentaire qualifiée. Donc au moment où on parle, on aurait du coup Barcelone, Real, Villarreal, Atlético et Betis qui seraient en LDC si la 5e place COEF UEFA se confirme. Donc ouais, je pense qu'ils vont être assez tranquilles. Contre Arsenal, la grosse sieste. En plus, Arsenal qui a aussi la pression du titre en PL. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont le jauger. Mais ouais, le Cholismo qui se refait une finale 10 ans après, parce que ça fait 10 ans, hein, la finale, la dernière, à San Siro.
ce serait quand même assez dingue. Et voilà, même si ça a été dur ce soir, t'es quand même revenu d'un moment où t'étais mené 2-0, t'as pas perdu pied. Je pense que cette équipe est capable de mieux sur ce genre de match. Après, le coup parfait, c'était à l'aller et ils ont bien su aller jusqu'au bout. J'ai trouvé le match de Ruggieri très très manche et je trouve qu'il a bien cavalé, surtout qu'en face il y avait Yamal. Yamal l'a passé 2-3 fois, évidemment, parce que c'est Yamal, mais je trouvais qu'il a quand même fait son rôle. L'anglais, bon, bah, il est impliqué sur le premier but, c'était assez difficile pour lui. Marcos Llorente, Coquet, ouais, dans l'activité, ça a quand même bien gêné Pedri, Gavi, je trouve, dans son ensemble. Et ce quatuor offensif qui avait beaucoup plus de tâches, voilà, revenir dans le camp, défensif et tout. On n'a pas vu leur meilleure version, celle de la demi-finale aller de Copa. Mais ouais, franchement, ce quatuor-là contre Arsenal, contre, tu vois, par exemple, je sais pas il sera rétabli, mais Timber, Calafiori, Saliba, Gabriel, vraie curiosité de voir dans les attitudes, les match-up, les 1 contre 1, les matchs dans le match, comment ça va se passer. Parce que vraiment, ça va être assez savoureux. Pas Calafiori, Hincapié. Ok. Pourquoi ? Parce que Calafiori s'est pété. J'étais pas au courant que Calafiori... tac. Ah oui, c'est vrai que Arsenal, Merino, Timber, Saka, Odegaard, Calafiori, t'es pas là. Tac. Donc on va voir s'il sera peut-être là de retour pour cette... hop, là il est blessure un petit peu. On verra. Bon, après, c'est encore dans quelques jours. Hein. Ça va être début mai. Donc ça va être quelque chose, quoi. Arsenal aura perdu appel d'ici là. Vous êtes des coquins, hein, vous êtes des coquins. Vous aimez trop l'odeur du sang, mais en même temps, vous me correspondez bien. Vous adorez cette expression. Donc, ouais, le Cholo l'a fait, le Cholo l'a refait. Ouais, comme en 2014, comme en 2016, il a sapé le moral des Barcelonais. Et maintenant, ouais, c'est comme d'hab. Hein. T'es l'outsider, t'es l'épouvantail. Est-ce que tu peux le refaire contre Arsenal, qui aura peut-être la tête ailleurs ? C'est la meilleure position possible. Maintenant, c'est toujours difficile aussi mentalement. Hop, tu vois, quand tu réussis à sortir ce gros morceau, est-ce que tu es capable de le refaire ? Non, très très curieux. Certains ont dit Arsenal Atlético, on va dormir. Oui, c'est vrai que à côté peut-être d'un PSG Bayern où tu auras beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de magie, de spectacle, mais ça va rester quand même une demi-finale Ligue des Champions avec un parcours surprise à la clé, parce que même si Atlético, comme je vous le dis, chaque année on se dit ça peut être une équipe, voilà, on a envie de miser sur elle. Ça faisait un moment où ça n'avait pas été, ils n'avaient pas converti ses attentes, et là ils sont plus qu'à 180 minutes, peut-être un peu plus, de retrouver une finale de LDC. Et oui, Rice se blessait aussi également au dos. Waouh, ils sont en train de perdre pas mal de monde, les Gunners. Attention à ce que ça peut risquer demain. Finale PSG Atlético, t'es pour qui, Scipion ? Waouh. Alors tu sais, maintenant ces histoires de t'es pour qui ? Moi j'avoue que maintenant, le foot, je suis tellement devenu un FC neutre, enfin tellement un mec qui profite de ce qu'il voit, et je kiffe les joueurs qui te font lever ton siège. On en parle beaucoup en ce moment, de Yamal, d'Olysée, de Cherki. Moi, j'oublie pas les Parisiens, parce que Dembélé, Gvara, Doué, Barcola, Neves, tout ça, c'est quand même des Vitinha, c'est des joueurs d'exception. Même Nuno Mendes. Ouais, voilà. Moi, la seule fois où je vais être pour une équipe, c'est Bordeaux contre la DNCG. Et encore, certains moments, je me demande si je suis pas pour la DNCG qui nous sanctionne une bonne fois pour toutes, et qu'on arrête cette histoire saugrenue et qu'on passe à autre chose. Mais oui, évidemment, après, t'auras des histoires formidables si c'est un PSG Atlético. Le back-to-back potentiel, tu l'as pas fait, t'as pas vu ça depuis le Real. Et dans l'autre sens, c'est et Griezmann et le Cholo pour ce que ça représente à l'échelle du foot espagnol européen. Mais ouais, tu n'es pas plus pour les clubs français ? Je suis content, mais comme je te dis, Atlético, il y a aussi des histoires fortes, donc vraiment, je fais même pas exprès de faire l'acteur. Je t'avoue que c'est pas une question qui m'emballe plus que ça. Je suis pas en mode waouh, je dois décider sur ma vie qui supporter entre le PSG et Atlético. Moi, je serais là en mode pas que le meilleur gagne, mais pas loin. Je serais très esprit de Coubertin. Hein. C'est vraiment, voilà, on va profiter du spectacle. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Faut s'éloigner de ce sport avant qu'il vous rende malheureux à cause de votre équipe. Donc, profitons juste de ce que ces différents artistes nous donnent. On va se tourner désormais sur le match du PSG, qui l'a refait, qui a de nouveau gagné 2-0, qui a quand même subi
une certaine tempête ce soir à Anfield. Je parle pas de la météo, évidemment, la deuxième période, mais même dans le jeu, le fait de souffrir, je pense que t'es Arne Slot, t'es pas mal de gars de Liverpool. Tu te demandes comment tu fais pour ne pas marquer un but ce soir. Sur la double confrontation à l'aller, t'es pas bon. Très clairement, tu fais 3 tirs, 0 cadré, t'as rien produit, t'as été inexistant. Ce soir, tu t'es bien rebellé, t'as fait un match où tu dis ok, tu sors la tête haute, mais tu marques pas un petit but qui aurait pu... C'est vrai que j'aurais voulu voir quand même peut-être ce but et comment le PSG aurait réagi, parce que c'est toujours intéressant de voir comment mentalement, comment l'équipe s'adapte à ce contre-coup. Maintenant, on sait que pour aller loin, il faut des attaquants froids, réalistes, avec de la réussite. C'était le cas avec Dembélé. On savait qu'il avait un rendez-vous manqué, même si je trouve que les gens ont été durs par rapport à son match aller. Il était bon dans le jeu, c'était plus pour la finition. Mais oui, je peux comprendre aussi que Dembélé, en tant que ballon d'or, en attend de plus, c'est normal. Après, ce soir, c'est un doublé. C'est encore une très très belle performance de sa part en Ligue des Champions. Peut-être qu'il va encore une fois se mettre dans les bonnes dispositions pour aller chercher un ballon d'or, un back-to-back, lui également. Ça va être la question à voir avec la Coupe du Monde. Son histoire avec les Bleus était très 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 incomplète, donc il va devoir nous prouver quelque chose. Et Kitiki, on a déjà parlé les gars au début, j'ai annoncé à quel point j'étais saoulé de voir cette blessure, choqué, triste, je sais pas quel terme employer, je pense que c'est dépité, surtout pour lui parce qu'il était sur une dynamique au global de la saison assez remarquable, mais vraiment ça, on va suivre avec attention, c'est pas une déchirure totale, mais waouh, ça sent quand même pas bon par rapport à la civière, le fait qu'il soit en pleurs. Donc dans un mois, je rappelle, un liste de DD, dans 2 mois la Coupe du Monde. Le contre-la-montre, il risque d'être un petit peu trop chaud, à moins que tu sois Wout van Aert sur le Paris-Roubaix de dimanche. Je pense que tu pourras pas remonter ça. Non, Dembélé, avant son but, c'est le flop. Oui, mais comme tout Paris, après, tu vois, tu as eu 2 versions finalement. Tu as eu un Dembélé intéressant à l'aller dans la création, qui plante pas, qui a manqué d'efficacité. Ce soir, c'était plus un Dembélé discret, mais qui a été très très bon dans la zone de vérité. À part évidemment l'action sur la première période où Neves lui met un ballon au 6 mètres et il convertit pas, ça s'envole. Il a quand même été, tu vois, là où il faut répondre présent, c'est le genre de rendez-vous qui appartient aux grands joueurs. Et il l'a démontré, il a fait 90% du temps depuis un an à LDC. Donc je pense que vraiment, ce Dembélé-là, il est assez irrésistible. Comme je vous le disais, on sait que le PSG a des armes devant. C'était peut-être plus la défense qui devait nous apporter des réponses. Et ce soir, elles ont été très bonnes. Safonov qui a fait un match, waouh. Déjà contre Chelsea, il avait été top. Mais alors là, ce soir, on est sur un Safonov qui fait 6 arrêts, qui arrête 0,62 d'XG. Donc, vraie belle perf de sa part. Dans le jeu, dans les passes réussies, dans le jeu long, ça a été peut-être un peu plus difficile. 3 sur 22, ouïouïouï. Mais bon, en même temps, quand t'as Van Dijk et Konaté, Konaté qui a été quand même pas mal, je trouve, même si son équipe encaisse 2 buts, mais ce Konaté-là me rassure un petit peu en vue de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que j'ai vu passer un tweet, je crois, d'Il Feno sur Twitter. Tu prends la compo de base de Liverpool. Vraiment, tu la prends comme ça, sur le papier, sans connaître la saison qui est ratée, qui est pas bonne, qui est pas à la hauteur des attentes. C'est vrai que le 11, il est méchant quand même. Faut le dire, le 11, il a du flow. Si ça tourne bien, par rapport... Je pense qu'on peut évoquer la question d'Arne Slot. Certains se disaient le problème, c'est pas les joueurs, c'est peut-être plus le coach, la proposition footballistique. Notamment, on peut penser à l'aller où c'était une traversée du désert, quoi. T'as vécu 90 minutes, et puis après, basta, on passe à autre chose. Il y avait rien à retenir à l'aller. Et là, pour le coup, on a revu une équipe, même si évidemment, il y a des joueurs, je sais pas combien de ballons touche Isaac, 45 minutes jouées. Notre bon Isaac, il touche 5 ballons. Waouh! Ah ouais, quand même, c'est chaud, mais bon, je pense que ça manque de rythme de sa part. Par contre, j'ai vu Salah vraiment faire une bonne entrée, lui qui a été bien plus prépondérant, qui a provoqué, qui a tenté pas mal, qui a été aussi à l'initiative de pas mal de débordements. Donc j'ai bien aimé ça. Oui, le 11 est pas très équilibré, mais en vrai, quand tu me dis c'est un 11 pour aller remonter un 2-0, que tu tentes le tout pour le tout, moi, je suis pas contre cette idée. C'est vrai que oui, peut-être il y a eu des ratés pour Salah, mais dans les intentions, c'était présent. Peut-être le dernier match de l'histoire de Salah dans cette compétition. On verra.
Ah bien sûr, Isaac, 4 mois sans jouer, on t'envoie face à ce PSG. Non, Isaac manque cruellement de rythme, hein, parce que il est revenu de blessure il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, il est revenu le 8 avril, il fait 12 minutes contre Paris, 21 contre Fulham, et là 45 une mi-temps comme ça, c'est pas le plus évident. Je te rejoins de ce point de vue-là. Mais oui, pour le coup, c'est bien au moins qu'il puisse reprendre avec la Suède et cette Coupe du Monde en vue. Ah, ouais, Pacho qui a fait un très très bon match aussi, qui attention à cette petite faute, ce petit contact sur Salah, petit moment d'inattention, mais Pacho, est-ce que tu peux lui tomber dessus pour voilà cette microseconde ou bon, après c'est des fois des microsecondes comme ça qui coûtent des cartons rouges par exemple au Barça, mais il s'est bien rattrapé derrière au physique. Mais Pacho, ouais, c'est le meilleur défenseur central du monde. 5 tacles réussis, 8 dégagements, 3 de la tête, 6 récupérations, un seul dribble subi. Il est à 71% de duels remportés. Bon, un quart seulement sur le domaine aérien. Mais Pacho, ouais, il en impose très très clairement, quoi. Et je suis d'accord avec vous, hein, Marquinhos a fait peut-être son meilleur match de la saison en LDC également. Je pense que l'action où il sauve devant Van Dijk, alors ça aurait été peut-être qu'un but, il y en avait encore un autre derrière à mettre pour Liverpool, mais ça peut faire partie des petits moments, pas effet papillon du PSG, mais tu te dis que ça peut changer l'issue de la saison, et il a quand même été très très bon. Et c'est vrai que Marquinhos, il a eu ses petites failles sur la première partie de saison, contre Monaco notamment, mais quand il faut répondre présent sur ses matchs couperés, même l'an passé, il avait quand même été pas mal dans l'ensemble. Tout n'avait pas été réussi. Attention aussi, hein, les petites blessures évidemment, Doué, Nuno Mendes. Il y a ce week-end le PSG qui reçoit l'OL. Donc on verra quelle équipe sera mise par Luis Enrique, en sachant que la semaine prochaine, tu vas pas être au repos parce que tu as le fameux match décalé contre Nantes qui va arriver à ce moment-là. João Neves, les amis, aussi. Hein. João Neves, en fait, c'est vrai que le PSG a été un peu dans le dur sur même une bonne heure avant, de toute façon, le premier but de Dembélé. Et il y a eu pas mal de ratés techniques, il y a eu des imprécisions, il y a eu des attaques qui étaient mal accompagnées, des passes qui, c'est rare pour le PSG, qui n'étaient pas forcément dans le bon timing. Mais ce que j'aime dans ce genre de moments rudes, d'instants où le collectif ne répond pas présent de manière unanime, t'as des gars qui réussissent toujours à surnager, à exister, et João Neves fait partie de cela. Enfin, bon, la hitmap, je suis pas surpris, mais l'activité de ce bonhomme, en fait, qui m'épate avec João Neves, c'est bon, des fois, on se dit, mais est-ce qu'il mesure vraiment 1m74 ? Est-ce que c'est pas le 1m74 avec la meilleure détente de l'histoire ? Enfin, la capacité de ce gars à toujours être bien placé, anticipé, et récupérer même des ballons de la tête, alors que tu as quand même de la densité, de la taille en face, c'est assez prodigieux, faut le dire. Et même dans tout ce qu'il fait, il y a toujours des bons gestes, il y a des récupérations, il y a des projections. Moi, comme je l'ai dit sur Twitter, à partir du moment où je vois pas de défaut majeur à un joueur, je sais pas où situer sa limite, jusqu'où peut aller João Neves, quels seront ses standards. Est-ce qu'il doit vraiment améliorer un gros point fort pour rentrer définitivement dans la discussion du meilleur milieu de terrain au monde ? Parce que vraiment, il sait tout faire. Il a un volume de jeu qui est stratosphérique. Défensivement, dans l'attitude, les pressings, les contre-pressings, le repli, il répond toujours là. L'attaque, c'est pas son rôle, c'est pas à lui de terminer les actions, mais on sait qu'il a de vraies qualités dans les 30 derniers mètres. Il sait même tirer des coups francs comme ça aux 25 mètres et envoyer des lucarnes de fou furieux. Il sait mettre des retournées, il sait mettre des frappes enroulées. Des têtes plongeantes, hein, on le rappelle également. Donc ce joueur-là est assez exceptionnel. Et comme tu le dis, Kita, il aurait dû marquer un but de fou si jamais Dembouz ne lui pique pas. C'est vrai qu'il y a un moment donné où il fait presque une sorte de demi-sombrero. Dembélé dans cette zone. Neves avait l'air d'avoir pris d'avoir fait la différence sur son vis-à-vis. S'il lui passe devant et qu'il fait le geste juste derrière, on n'est pas loin d'un but mémorable, un des buts les plus fous de l'histoire d'Anfield en Ligue des Champions. À quel ancien joueur Neves peut faire penser ? Franchement, on aime beaucoup les comparaisons avec d'anciens profils, mais je trouve que Neves, il a vraiment un profil bien à lui, qui est assez rare à identifier, quoi. Ouais, quelqu'un cite Deschamps, Makelele, peut-être un peu de Kanté, mais dans les... Makelele faisait pas ça dans les 30 derniers mètres. Dans l'activité, d'accord avec vous, hein, mais après tu dis troll, en vrai Deschamps, on le connaît comme sélectionneur, mais en tant que joueur, attention, hein, quand même un grand monsieur. Mais
tu vois, ça aussi, hein, quand je vous dis, quand tu vois pas de défaut à un joueur, c'est bon signe, mais quand tu vois pas de comparaison et que tu es assez unanime sur le bonhomme, il est comme personne, c'est ça. Il est un peu inclassable. Et ouais, d'un point de vue des recrues les plus rentables et plus efficaces, la fiabilité ultime, je vous le dis, j'ai jamais eu faire un mauvais match. Peut-être qu'il y a eu un jour un match 5 et demi, mais comme ça me vient pas à l'esprit. Et dans les grands rendez-vous, il est toujours là. Au moins, tu sais que c'est le monsieur fiable. Et ouais, 21 ans, il va en avoir 22 en septembre prochain. Ouais, c'est un joueur qui met quand même des standards assez hauts. Et bien sûr, le milieu de terrain du Portugal, j'aime mon effectif de l'équipe de France, mais Vitinha, Neves et Bruno juste devant eux, oh là là là, ça fait mal au crâne. Hein. C'est fou que avec ce milieu de terrain là et même l'effectif au global où tu vois des Nuno Mendes, des joueurs comme ça, le Portugal soit pas un des top 3 favoris immédiatement dans l'esprit des gens. On va plus mettre peut-être l'Angleterre, pas l'Angleterre mais l'Argentine, l'Espagne, la France. L'Angleterre, je pense que le Portugal est top 5, mais avec cet effectif et surtout le milieu de terrain là, normalement tous les jours ça devrait être top 3, mais quand t'as Roberto Martinez, aïe aïe, ça peut créer encore des sueurs froides. En 6 mois, on a fait Pacho, Joao et Guevara. Tu peux même rajouter Doué. Hein. Non, mais c'est vrai que ce mercato là, idyllique, et même 2024, tu fais aussi Safonov qui, dans son rôle de doublure, a marqué beaucoup de points et même devenu un titulaire qui rassure grandement. Donc, ouais, mercato d'été 2024 qui a changé la saison du PSG, mais même l'histoire sur la durée de ce club. Ça, faut bien le souligner, quoi. Ouais, quelqu'un a dit aussi Zaire Emery qui est moins bon par rapport à son match de l'aller qui est pas mal. Non, quoi qu'il arrive, oui, t'as des joueurs qui ont été moins impressionnants par rapport à aller, qui n'ont pas été, tu vois, dans leur meilleure soirée, mais t'as subi quand même, faut le dire, hein, des fois, même si t'es champion d'Europe en titre, que t'es sur une dynamique qui est assez folle depuis un mois et demi, tu peux te faire bousculer, tu peux te faire rentrer dedans. Et j'insiste, hein, ça m'a rappelé, pas forcément sur la finalité, mais dans le contexte et le fait de souffrir, ce fameux quart de finale retour à Villa Park, où t'es à 3-2, t'es pas loin de passer à 4-2, tu te poses pas mal de questions, t'as ce sauvetage de Pacho à la dernière seconde où ça peut changer le cours de la saison, encore une fois, hein, sur la frappe de Madsen. Maintenant, bah, t'as vraiment pas été dans ta meilleure soirée de la saison, t'as subi, mais tu ressors avec un clean sheet. T'as quand même été au bout de cette idée de ne pas encaisser de but contre Liverpool en 180 minutes. Alors oui, c'est pas un grand Liverpool cette saison, mais quand tu vois leur potentiel offensif et surtout le cœur qu'ils ont mis sur cette performance à Anfield, t'as de quoi être satisfait. Et même un truc hors match qui m'a marqué, pas mal d'émotions aussi quand j'ai vu les Portugais du PSG, donc Mendes, Vitinha, Neves, Gonçalo Ramos et Luis Campos, aller déposer des fleurs, des gerbes de fleurs devant, vous savez, le mémorial en hommage à Diogo Jota. Je trouvais que c'était vraiment un moment assez solennel, fort à regarder. Je suis tombé là-dessus sur les réseaux, donc vraiment ça m'a marqué. Et même, vous savez aussi à Liverpool, hein, le drame d'Hillsborough avec la minute de silence. Et bon, il y a un mec qui a parlé genre à 10 secondes de la fin, qui s'est fait siffler, mais avant ça, dans la minute de silence, les 50 secondes avant que ça commence à parler, je sais pas si j'ai déjà entendu un silence aussi absolu dans un stade. Vraiment, c'est le respect unanime. Et je trouvais que, tu vois, ça incarne quelque chose aussi dans l'histoire, dans l'identité d'Anfield. Donc, voilà, je voulais dire ces 2-3 petits trucs hors terrain. La stat de Guevara sur ses pressings. Guevara, après, Guevara, il est encore décisif ce soir, même si c'est une passe D, mais on peut le dire, hein, c'est Dembélé qui fait beaucoup de choses sur le premier but avec sa frappe, tu vois, sincèrement magnifique, enroulé. Mais encore une fois, Guevara en LDC, c'est un match de plus où il est décisif. Et au global, lui, non mais vraiment, ses stats, elles sont absolument effrayantes dans cette compétition. Enfin, je crois du coup, ça va être 22 matchs en LDC avec Paris, 18e fois qu'il est décisif. De mémoire, si je compte bien, cette saison, c'est 13 matchs, 8 buts, 5 passes D, donc il est décisif à chaque fois. Et si on prend au total, l'an passé, c'est 3 et 2, donc 5. Donc on est bien à 22, 5. Ouais, c'est bien 18 fois. Donc c'est bien.
22 matchs, 18 fois, où Gvara a été impliqué sur un but, et je compte même pas des fois des trucs comme les avant-dernières passes, j'ai pas la stat. En Ligue 1, c'est 34 matchs, on est sur 7, 8, 15 fois où il a été décisif, donc il y a vraiment cette question d'un Gvara, quand il y a la musique, la coupe aux grandes oreilles, c'était de la folie quoi. Vandal, c'était pourquoi la minute de silence? C'est pour le drame d'Hillsborough, pour la demi-finale de Coupe d'Angleterre dans le stade de Sheffield face à Nottingham Forest, où malheureusement il y a eu un mouvement de foule, qu'il y avait trop de monde dans un cop, et voilà, il y avait beaucoup de supporters décédés qui ont été étouffés, donc c'est beaucoup d'Anglais, enfin de supporters de Liverpool concernés, donc c'est toujours un moment de recueillement très particulier Hillsborough du côté de Liverpool. Et puisqu'on en est au moment où on parle d'anecdotes là-dessus, le Sun est archi détesté à Liverpool et Anfield, parce que le Sun a insinué que je crois que c'était les supporters de Liverpool qui étaient responsables du mouvement de foule. C'était juste la sécurité et l'organisation qui était, tu vois, pas à la hauteur de l'événement. C'était tout simplement une tribune qui était trop remplie, et du coup c'est vraiment ceux qui avaient géré ça qui avaient fait n'importe quoi. Et depuis le Sun, c'est vraiment le truc à Liverpool, leur en parlez pas, parce que vraiment ils sont voilà, dans un moment de pur mensonge. Il y a eu le drame du Ezel aussi. Ah oui, Liverpool, ils sont concernés par ça, par la finale de LDC contre la Juve. Ils n'ont pas fini par admettre leur erreur hyper tardivement, sans doute. The Sun FC boycott. Je sais pas si je vais trouver un article. Hop. Pourquoi le Sun est détesté et boycotté à Liverpool depuis Hillsborough. Le 19 avril 89, c'est en jouissant ce titre digne d'un mauvais film d'action américain que le tabloïd The Sun va connaître les heures les plus sombres de son histoire. 4 jours seulement après le mouvement de foule de Hillsborough qui fera 96 morts, le journal assure connaître les responsables de cette tragédie. Les supporters de Liverpool, eux-mêmes décrits comme ivres et violents, une version des faits trash nauséabonde et suffisamment fausse pour que les habitants de la ville rouge boycottent ce journal depuis 25 ans. Donc voilà, ça doit être ça. Tac, tac, tac. Les excuses ne changeront jamais. Tac. Ouais, j'ai l'impression. J'arrive pas à voir. Ah, voilà, c'est ça. Car des excuses pleines et entières, c'est bien ce que finira par publier le Sun en juillet 2004 pour avoir commis l'erreur la plus terrible de son histoire. Des regrets formulés suite aux critiques dont est victime Wayne Rooney, natif de Liverpool et un joueur d'Everton. La star récente du football anglais ne trouve en effet rien de mieux que de vendre le récit de sa vie au Sun pour un modique somme de 300 000 €, un choix peu apprécié des Liverpooliens qui somment à leur joueur de reverser cet argent à une action caritative, mais surtout de s'excuser. C'est en septembre 2012 à son tour que Kelvin McKenzie, ancien rédacteur-chef du journal, de composer sa Redemption Song suite à cette publication par une commission indépendante d'un rapport de 450 000 pages. Waouh! Ce dernier révèle après 2 décennies d'enquête que la police aurait délibérément menti. Voilà. Pour ce faire, les officiers chargés de l'enquête ont censuré les témoignages en donnant de fausses informations à la presse. À l'instar du Sun, David Cameron, Premier ministre anglais, n'a pas d'autre choix que de grimper à la tribune du Parlement, le ton grave et la mine des mauvais jours. Je dois aujourd'hui, en tant que Premier ministre, présenter des excuses aux familles de ces 96 personnes pour tout ce qu'elles ont enduré. Kevin McKenzie confesse à son tour s'être trompé. Je n'avais aucune raison de croire que cette figure policière me mentirait et me tromperait à propos d'un tel désastre. J'ai publié en bonne conscience et je suis accablé de que tout cela soit faux. Aujourd'hui, je prends toutes mes excuses à la population de Liverpool. Bon, j'ai l'impression que ça va pas forcément voilà, tout à fait pardonner. Mais comme je vous le dis, l'histoire de la source, dans le journalisme, on apprend toujours qu'une source c'est bien, mais c'est pas suffisant pour publier. Il en faut deux. Tu prends un gros risque en publiant qu'avec une seule source, surtout pour un titre aussi dramatique, comme on le dit, quoi. Genre la vérité, et en gros, ils étaient tous bourrés, c'est de leur faute. Quand j'ai vu ce titre The Truth, j'étais consterné parce que ce n'est pas ce que j'avais écrit. Je n'ai jamais utilisé ce mot dans mon papier. Alors j'ai dit à Kevin McKenzie, vous n'êtes pas le droit. Il m'a répondu pourquoi pas. Ah ouais, donc l'auteur malheureux en plus s'est fait apparemment, hop. Bon, après on peut le croire ou pas, hein. Mais au moins vous avez toute l'histoire sur le boycott de Liverpool avec le Sun. Ouais, le PSG, ça fait aussi 5 demi-finales de LDC sur les 7 dernières campagnes. C'est quand même une régularité à ce niveau-là qui est belle. Je crois que t'as que le Real, le Bayern, le Barça, le Chelsea qui ont des stats similaires de ce que j'ai en tête.
Ouais, ça montre le chemin accompli. C'est une troisième demi-finale de suite pour Luis Enrique, qui continue d'asseoir un peu son hégémonie, son cycle fou, sa patte, et cet effectif, ce collectif plein de fraîcheur, plein d'entrain. On sent que voilà, ils sont capables d'aller chercher de nouveau une LDC. Comme je vous le dis, au tour prochain, ça peut être l'ogre absolu, le favori, le Bayern de compagnie. Maintenant, bah voilà, on a eu un premier aperçu. Ça n'a duré qu'une mi-temps parce que la mi-temps à 10 contre 11, c'est toujours difficile à considérer, mais à 11 contre 11, le Bayern avait été très très bon avec forcément le doublé de Luis Diaz. Maintenant, voilà, le PSG a progressé, je pense, depuis cette première partie de saison. Le PSG aura certaines forces, le Bayern aura d'autres. Mais ouais, je pense qu'on peut avoir vraiment le duel final, le Anakin Obi-Wan sur Mustafar. Je sais pas qui sera Anakin, qui sera Obi-Wan. Ce sera à vous de me le dire. En attendant, pour Liverpool, là, il va falloir terminer tranquillement la saison, assurer la place dans les 5 en LDC. Il y a un petit peu d'écart par rapport à Chelsea, de mémoire, d'un point de vue du classement. T'es 5e avec 52 points. Chelsea n'a que 4 points de retard, donc c'est pas fait. Mais Chelsea va jouer contre... Attendez, waouh, ce week-end, on a Chelsea United, City Arsenal et un petit Everton Liverpool. Comme ça, bim, hop. Waouh, programme d'anthologie, sans oublier évidemment le Tottenham Brighton. Liverpool termine comment sa saison, juste pour voir cette histoire. Donc ils vont à Everton, qui joue quand même pour une place européenne. Ils reçoivent Palace. Oh, ils vont à Manchester United. Ça peut être pourquoi pas aussi une finale d'Europe. Oh, en fait, ils jouent 3 adversaires directs. Ils jouent United, Chelsea et Aston Villa. C'est pour ça que s'ils font pas forcément un carton plein là-dessus, ça peut être assez tendax. Mais est-ce que Chelsea sera capable de faire eux-mêmes, tu vois, une série en boulet de canon par rapport à leur dynamique récente qui est pas dingue. Ça va être quand même une interrogation. Eux-mêmes, ils reçoivent United, ils vont à Brighton, Leeds, Nottingham, Liverpool, Tottenham, Sunderland. Ouais, je pense que cette course à la 5e place, elle va être assez... très très intrigante. Bon, il y a le titre qui occupe évidemment toute l'attention, mais dans cette perspective, je pense qu'en LDC, ça peut encore pas mal bouger. Maintenant, voilà, je suis assez convaincu du fait que Arne Slot, je pense qu'on peut tourner la page, même si c'est que la 2e saison et que on se dit bon, est-ce que ça peut pas rester un peu plus longtemps? Mais on attendait plus de Liverpool en tant que tenant du titre, aussi en Ligue des Champions. Je pensais que cette équipe était capable d'aller plus loin, et surtout d'un point de vue du jeu, des individualités. Il y a eu trop de failles. Maintenant, ce soir, on a vu que ça peut atteindre quand même un niveau assez fantastique. Il y a quand même une limite par rapport à ce PSG-là dans la capacité à convertir les actions, parce que c'est le truc qui peut te faire switcher entre équipe avec un très bon potentiel, avec l'envie d'y croire, et hop, l'autre qui va en demi-finale de LDC et qui assure sa place. Maintenant, c'est vrai que si tu récupères un Xabi Alonso, tu peux peut-être retrouver Le Wirtz version Leverkusen, un Frimpong avec un rôle bien défini. Est-ce qu'il y aura d'autres joueurs? On a beaucoup parlé de Xhaka, d'Alexis Garcia, de Grimaldo, de Tapsoba. J'ai vu que Konaté d'ailleurs devrait prolonger avec Liverpool. On a un temps parlé d'une rumeur Real Madrid, mais finalement il va rester là-bas. À voir aussi, bon, on a Salah, Robertson qui partent. Van Dijk, je pense que ça va rester l'an prochain. Mais à mon avis, il faut mettre quand même un 3e central dans les pattes de ces deux-là. T'as Léoni, l'Italien, qui revient des croisés. Mais voilà, il reviendra août 2026. Mais je pense qu'il leur faut quand même un autre joueur supplémentaire dans la balance. Comme tu dis, est-ce que c'est un système à 3 que Xabi peut installer? Ça peut aussi... être une curiosité. Est-ce que ça pourrait ramener pourquoi pas un Tapsoba de Leverkusen? Des jeux, c'est vrai que je ramène toujours le Bayern. Oh, mais c'est vrai que je suis trop bête. Il y a Jacquet déjà. Ah oui, en fait, il est là, le 3e central. Ouais, t'auras Jacquet, il en faudra encore un autre. Franchement, je pense que Van Dijk, Konaté, Jacquet, Léoni, ça peut pourquoi pas être une belle certitude. Ça a bougé pour Maxence Lacroix. Franchement, Maxence Lacroix, si en plus il fait la Coupe du Monde, il faudra voir quelle sera sa place dans la hiérarchie. Mais... pour un club du top 6 en PL, tu vois, Marguerite a fait le grand saut. Je pense que Maxence Lacroix est pas loin d'être le prochain. En tout cas, si je devais aller chercher un joueur pour renforcer ma défense, tu vois, si j'étais un United, en plus, je pense que Maxence Lacroix, ça fait partie des joueurs qui vont pas non plus coûter 80-90 millions d'euros. Je pense que le prix sera pas démentiel, même si t'es entre 2 clubs anglais. Mais ouais, à mon avis, il a de beaux arguments, Lacroix, pour partir et surtout que là, avec Palace, de ce que j'ai compris depuis Gueye, s'en est à quitter le navire.
C'est vraiment de belles choses. Et en plus, t'as JD Camvo. Hein. Je sais que mon Elliott, il est là, hein, à l'affût pour les Toulousains. Donc ouais, on reverra ce Liverpool-là dans une autre version. Est-ce que c'est pas le début de quelque chose de différent? Est-ce qu'il faut pas être optimiste pour cette équipe? J'ai envie d'y croire, il y a quand même de la jeunesse à pas mal de postes. T'as des joueurs qui sont dans leur première année d'une grosse écurie européenne, notamment Kerkez, d'autres qui vont avoir le temps de l'adaptation qui va passer, comme Wirtz. T'as des joueurs qui vont revenir de blessures, qui vont faire forcément du bien. Alisson aussi qui doit partir, hein. Je crois qu'il est en contact avancé avec la Juve. Mais voilà, on a un cycle différent qui va s'opérer avec les départs de Robertson, de Salah. Ça va être curieux de voir comment Liverpool va faire une intersaison où tu as déjà dépensé 500 millions l'été dernier. Mais là, pour le coup, tu sens qu'il va falloir remettre 2-3 choses. Ouais, Ngumoa, j'ai tellement la vision pour lui. C'est vrai que selon ce qui peut se passer, différents rôles, tu vois, à gauche, Gakpo m'a jamais convaincu. Mais Ngumoa, lui, tu sens que ça peut être le joueur pour qui la saison 2026-2027, c'est la sienne. Très clairement, ça peut lui appartenir. Donc on surveillera ça de près. Mais son entrée était bonne. J'ai bien aimé son match contre Fulham. Et oui, je pense que c'est l'avenir. Comme on le dit, c'est un avenir qui peut être radieux pour ce gamin-là. On se retrouvera du coup demain, les amis, pour débriefer de nouveau ces quarts retour de LDC. Rendez-vous à 21h pour Arsenal Sporting et Bayern Real. Est-ce que j'ai les pronostics ? Moi, je vois bien Arsenal se qualifier, mais le Sporting les emmener en prolongation. Je sais pas pourquoi, je pense que le Sporting va être un vrai poil à gratter. Donc, je pense qu'Arsenal va se faire peur, mais va quand même se qualifier. Bayern Real, j'ai commencé à avoir des trucs, genre on y croit, j'ai jamais vu le vestiaire aussi soudé, on a montré des images de gladiateurs dans le vestiaire, blablabla. Non. À mon avis, je pense que le Bayern va quand même faire le job. Après, c'est le Real, donc j'ai toujours ce truc de me dire, je me méfie d'eux avec des champions, je les enterre jamais. Mais l'an dernier, c'est pareil contre Arsenal. Ils étaient inférieurs et Arsenal avait fait le job quand même. Après, c'est qu'un but de retard, c'est pas infaisable, mais je pense que le Bayern va faire le boulot. Et oui, on a envie de voir quand même ce Bayern PSG. Après, si c'est un PSG Real, moi je prends aussi, hein, parce qu'il y aura tout autant de divertissement, peut-être dans un autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va se quitter là-dessus, les amis. Merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce live Ligue des Champions, débrief quart de finale et qualifications de l'Atlético et du PSG. On se retrouve demain soir, même heure, aux alentours de 23h, peut-être plus s'il y a de la prolongation. On se souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On va aller tranquillement faire du montage, regarder... je sais pas ce qu'on va se regarder là comme petit film. On va continuer notre petit périple cinématographique. En tout cas, passez une excellente nuit. Et puis on se dit à demain les boss. Salut à tous.